Donc bonsoir à tous, merci d'être venus écouter l'histoire qu'on va vous raconter. Effectivement, on va parler de développement d'applications Android, mais on va se focaliser sur une certaine partie du développement, c'est-à-dire comment on fait l'interaction entre l'application Android et le back-end, parce qu'on a souvent besoin d'un back-end pour aller stocker les données, donc il faut pouvoir exposer le service qui va permettre d'accéder à ces données, il faut pouvoir les consommer, il faut pouvoir s'authentifier sur ce back-end, il faut pouvoir gérer les notifications, parce que c'est un service qu'on retrouve assez facilement sur une application mobile Android. Et donc, comme back-end, j'appartiens à la société Microsoft, donc on a une offre cloud publique. Et évidemment, c'est sur ce back-end qu'on va faire reposer la démonstration. Et donc, je m'appelle Stéphane Goudot, je suis architecte cloud chez Microsoft France, et j'ai le plaisir d'être accompagné par Anthony Reboul. Donc, bonsoir à tous, moi je m'appelle Anthony Reboul, je suis développeur Android depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Je bosse pour la société SWAT, plus précisément dans la team qu'on appelle la team Forfait, qui s'occupe de réaliser des applications mobiles pour nos clients. Donc ça passe par des audits, la réalisation de POC, de l'expertise aussi, et pas mal de réalisations mobiles, que ce soit sur Windows Phone, Android, iOS, et on essaie aussi pas mal de pousser l'outil Xamarin. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent ou qui ont déjà entendu parler. Ouais, ok. Pas grand monde apparemment. Ça permet de faire du développement cross-platform tout en gardant des performances natives et avec une API native et en ayant accès à toute l'API, en ayant une interface native. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, on pousse pas mal d'articles sur notre blog, donc blog.swat.fr, où on pourra en discuter autour d'une bière après la conférence. Donc l'agenda, comme je vous le disais, on va s'intéresser à une partie de l'offre Microsoft Cloud qui s'appelle Azure, et donc on va s'intéresser à l'offre Mobile as a Service qui s'appelle Azure Mobile Services. Et on a beaucoup de services dans cette offre, mais on s'est focalisé sur des choses qu'on retrouve systématiquement sur les applications, les données, le push et l'authentification. Donc je passe très rapidement sur ce qu'est Azure Mobile Services. Donc comme je l'ai dit, c'est un MBAS, Mobile Backend as a Service. Ce qu'il faut en retenir, c'est que effectivement, ça va marcher pour Android, mais pas que sur Android. Si vous développez une application sur Android, peut-être que vous avez envie de la développer également sur d'autres environnements, sur l'iOS, sur le Windows Phone, du Windows. Et ça peut être intéressant d'avoir un service unique côté backend, même si on gère plusieurs applicatifs, plusieurs versions d'applications en fonction du device. Et effectivement, comme le disait Anthony, il y a des approches cross-platform qui permettent d'envisager d'aller plus vite sur la partie développement client pour de multiples devices. Donc Azure Mobile Services, là où vous allez gagner du temps, c'est sur la partie exposition des données, accès authentifié aux données, toute la partie logique de traitement qui va pouvoir être centralisée, le push, et éventuellement des services de scheduling qui vont être paramétrés sur le back-end pour faire des purges ou que sais-je, ou des mises à jour. Donc la première chose sur laquelle on va se concentrer, ça va être comment j'accède à mes données, et donc comment j'expose mes données dans le cloud. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus. À un moment donné, il vous faut une base de données. Cette base de données, vous pouvez la déployer sur un serveur. Ce serveur, vous pouvez le mettre chez un hoster, et c'est à vous d'installer le serveur, quelle que soit la technologie de base de données. C'est à vous, éventuellement, de vous assurer du fait que la base de données va être hautement disponible. Donc peut-être que vous allez devoir installer 2 serveurs. Tout de suite, il y a une partie de plomberie assez conséquente lorsque vous voulez de la haute disponibilité. L'offre Azure, elle vous permet d'avoir une offre SQL as a Service. C'est-à-dire que vous ne vous préoccupez pas du serveur SQL. Tout ce que vous voulez, c'est la base de données. Le reste, c'est la problématique du fournisseur de service, à savoir Microsoft. Donc lorsque vous utilisez le service de base de données Azure SQL Database, vous allez pouvoir avoir un serveur logique. Derrière, il y a 3 serveurs physiques, mais ce n'est pas votre souci. L'essentiel, c'est que ça réponde tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, lorsqu'on crée une application Azure, lorsqu'on crée une application Android avec un back-end mobile, exposé dans le cloud, une possibilité, c'est de créer la base à partir de 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la base à partir d'une base existante, on va juste la déployer dans le cloud, et on va la modifier pour qu'elle soit directement utilisable avec le service Azure Mobile Service. Je vais te donner le micro, ça sera plus facile. Donc, et je vais même changer de lunettes. Peut-être qu'on a notre micro qui marchera mieux. Donc je vais partir d'une base existante. Voilà. Je vais partir d'une base existante qui est une base locale. Et cette base, qui est ici, je vais la déployer
dans le cloud, pour pouvoir l'utiliser depuis n'importe quelle application qui serait déployée ensuite sur un device Android. Donc il y a une option directe pour le faire. Comme vous voyez, la base dans le local, c'est celle qui est jaune, la base qui va être la projection de cette base dans le cloud, elle est bleue. Et elle va être projetée, si je puis dire, sur un serveur. Alors là, on voit le portail Azure, je vais passer rapidement. Et idéalement, il faudrait qu'il y ait une base qui vienne se rajouter ici. Donc, on a fait quelques essais pour être sûr que ça fonctionnerait, on est prudent. Donc je vais l'appeler LiveCode. Elle n'existe pas encore, cette base. Et donc, je vais aller la créer à partir de la base existante. Je l'appelle LiveCode. Je vais me connecter sur mon serveur Azure SQL Database, donc StepView DCNE comme Data Center Northeast, North Europe, je vais y arriver. .database windows.net, je me connecte, ça part bien. Ah oui, alors, une chose importante, que je n'ai pas faite en arrivant, c'est de vous assurer que sur ce serveur, on a un accès à partir de l'adresse IP à laquelle on est relié. Par défaut, il y a un firewall. Donc, je n'avais pas ajouté l'adresse locale à ce firewall. Voilà. Donc, en principe, maintenant que l'adresse est là, j'espère que je vais avoir un comportement un peu plus sympathique. Ouais, vous voyez, donc c'est les joies du direct. Là, cette fois-ci, je me suis connecté sur mon serveur Azure SQL Database et je vais aller déployer sur ce serveur une petite base. Alors, pendant qu'il déploie, vous voyez l'extrait de schéma, il va copier les données, il va faire tout le travail, je n'ai pas grand chose à faire. Et vous verrez, je ne fais pas grand chose au cours de cette présentation, c'est Anthony qui bosse, c'est normal. Il va simplement aller prendre ces deux tables, album et auteur, parce qu'on va faire une petite application de base de données de bande dessinée ensemble. Et donc, un des prérequis, c'est que chacune de ces tables est un champ ID. Il faut le nommer explicitement ID en minuscule. Et il faut explicitement, pas besoin, il faut explicitement que ce champ soit non nul, et que ce soit une clé primaire, et que ce soit un champ identity, c'est-à-dire un champ qui s'auto-incrémente. Donc j'ai bien respecté cette contrainte sur chacune de mes deux tables. Et pendant ce temps, j'ai mon export de base de données qui fait son petit chemin, de sorte que cette base qui est locale sur ma machine, sur laquelle j'ai pu procéder à un certain nombre de modifications, soit déployée dans Azure pour que je puisse l'exposer par un service qui soit visible sur la Terre entière, parce qu'il y a 19 data centers Azure. Alors, je ne pense pas qu'on aura forcément besoin de déployer cette application au-delà de nos frontières, mais pourquoi pas. Donc, ensuite, évidemment, vous êtes assujetti à la capacité du réseau que vous utilisez pour uploader. Comme ce n'est pas une trop grosse base, on devrait bientôt avoir fini. Voilà, c'est terminé. Donc, à partir du moment où la base a été uploadée, là, j'étais sur mon serveur local. Je vais sur mon serveur StepView DCNE, donc North Europe, et donc j'ai une base LiveCode qui apparaît. Donc elle n'était pas là auparavant, de même qu'elle a dû apparaître ici. Si je reviens sur mes bases de données, j'ai une base de données LiveCode qui n'était pas là tout à l'heure, qui est apparue. Et bon, je peux faire tout un ensemble d'opérations en termes de configuration, de géoréplication, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le code et donc je ne rentre pas trop dans les détails. Par contre, si on reprend mon PPT, j'avais noté, une chose importante, pour pouvoir utiliser cette base dans Azure Mobile Services, j'ai quelques petites contraintes à respecter. Donc je me mets sur cette base. Je vais faire une nouvelle requête. On voit que les honneurs de chacune des tables s'appellent GBCD, ça ne me va pas, il faut qu'ils prennent le nom du Azure Mobile Service que je vais créer. Et donc je crée déjà un schéma que j'appelle LiveCode. Et donc je vais modifier le propriétaire de ces deux tables. Pas grand chose à faire. Oups, le schéma j'ai déjà créé, on va pas le créer deux fois, c'est pas la peine. Et j'exécute mes deux lignes. À partir du moment où j'ai fait ça, je fais un refresh. Et je devrais avoir mes tables qui s'appellent LiveCode. Donc je crois qu'on va s'en passer. Non, en fait, il faut éteindre celui-là. Ah. Par contre, si vous voulez,
Tu mets un micro-main en plus, il va marcher. Donc, vas-y, essaye du coup. Vous m'entendez? Allô, allô. Donc on va essayer de s'en servir comme ça, très bien. Donc voilà, j'ai ma base qui est maintenant utilisable depuis n'importe quel service qui serait présent dans le data center, ou qui aurait la possibilité de se connecter, modulo, la configuration de firewall que je vous ai montré lorsque je me suis connecté sur cette base de données, enfin sur le serveur de base de données depuis ma machine. Donc on va créer ce qu'on appelle un Azure Mobile Services. Donc là c'est pareil, j'ai un certain nombre de services existants, je vais en créer un nouveau. Donc on va l'appeler Livecode, on va être cohérent. D'ailleurs j'avais mis Livecode avec un C majuscule, sauf là on n'a pas. Voilà, on va être cohérent. Je vais utiliser une base de données existante, celle que je viens de mettre à disposition dans le cloud. Je vais choisir une région qui est compatible avec mon service. Enfin, je vais choisir la même région. Je pourrais très bien avoir un service qui va accéder à une base de données qui est dans un data center sur un autre continent, mais en termes de latence entre les data centers, ce serait vraiment pas une bonne idée. Donc à faire, je me rapproche un peu. Mon application, elle sera déployée dans le même data center que le data center dans lequel j'ai ma base de données. Je peux choisir le type de backend. Par défaut, Azure Mobile Service, aussi étonnant que ça puisse paraître dans le monde Microsoft, la première façon de développer des Azure Mobile Service côté serveur, c'était avec du Node.js que l'on développait. Donc du JavaScript serveur, pas du .NET. .NET est arrivé après, mais on peut le faire aujourd'hui. On va rester en Node.js, c'est très bien. Je ne vais pas configurer la partie push, on verra ça après. Alors maintenant, en principe, je ne vois pas ma base. C'est parce que j'avais sans doute ouvert mon... Je vais faire un refresh d'ici. J'avais ouvert ma page avant, du coup il met des choses en cache, et du coup il ne va pas réinterroger la liste des bases, alors qu'il pourrait le faire. Donc on va le laisser arriver, voilà. Donc je refais ce que j'avais commencé à faire, à savoir un livecode qui utilise une base de données existante, qui va aller... Donc on va laisser le réseau arriver. Non, je sais pas. Ah oui, alors tant que j'y suis, vous pouvez aussi créer une base de données Azure SQL Database gratuite de 20 mégas. Et moi, comme je commence à les collectionner, j'ai le droit qu'à une seule base et j'ai mangé tout mon crédit. Donc North Europe, JavaScript. Voilà, maintenant je vois la base que je viens de créer, Livecode, qui est apparue. Alors là, évidemment, il faut connaître son mot de passe. Ouais, c'est ça, Live, pardon. Ouais, mais je le mélange les pinceaux. Bon, ouais, bon, ça doit être ça. Ce sont les jouets du direct. Donc là, il va me créer un Azure Mobile Services sur lequel on va bâtir toute la démo ensuite, côté Android. Pendant qu'il le fait, on re-regarde mon PPT. Qu'est-ce que j'avais noté de beau? C'était mon aide-mémoire. Publication de la base sur Azure, c'est fait. Création du Azure Mobile Service associé à cette base, c'est en cours. Création des tables dans le portail Azure, il faut que le service soit créé, je vais m'en occuper. Automatisation de la génération des classes Java. Alors ça, c'est un sujet qui a absolument rien à voir, entre guillemets, c'est juste... L'idée, c'est d'aller au plus tôt pour coder des choses. Là, pour le coup, je me suis appuyé sur des environnements de développement qui ne sont pas forcément ceux que vous utiliserez au quotidien pour développer sur Android. Bon, j'ai utilisé Visual Studio, il y a une notion d'entity data model, entity framework et entity data model qui me permet d'avoir une vue sur ma table et de la modéliser, de changer les noms. Je vais au plus court par rapport à ça. Mais bon, c'est des choses qui sont assez classiques. Et lorsque vous faites ça, il vous génère ce qu'on appelle des T4, c'est-à-dire des templates, des Text Template Transformation Toolkit. Je vais passer. Oh, oui. Et donc, vous avez la possibilité de modifier le code. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de modifier ce type de code qui vous est proposé. Alors c'est assez, assez compréhensible, mais pas forcément super rigolo à regarder. L'idée, c'est de faire le programme qui va vous générer du code. Et donc, typiquement, ce type de programme vous génère ce genre de choses à partir du modèle de la base de données. Et je voulais juste vous faire apparaître... Est-ce que je suis sur quelque chose de simple? Voilà. Ici, typiquement, ma classe Java, j'ai pas... Oui, bon, j'ai pas d'attribut. Je pourrais ajouter un attribut. Il suffit de faire
la chose suivante. Ah oui, j'ai perdu ce que j'avais dans mon... Excusez-moi. Je l'avais dans mon buffer, mais j'avais pas pensé que j'allais faire des copies-coller. Alors ça change tout. Hop là, copie. Donc si je reviens dans la partie où je voulais le copier, voilà, c'était sur quelque chose de simple, là où il y avait livecode. Et ça me paraît pas mal, on va juste le décaler pour que ce soit aligné. Si j'enregistre, en principe ça lance le petit for qui devrait me régénérer la classe album Java et lui rajouter ce que j'en attendais. Voilà, je me retrouve avec l'élément qui m'intéresse. Donc c'est des petits trucs qui permettent d'aller vite. Là on avec 2 tables, c'était pas forcément nécessaire, mais si vous en avez 250, ça peut être un accélérateur intéressant. Alors, ça c'était un aparté. Donc les classes en question, je les ai données à Anthony pour que lui code côté Android Studio. Par contre, si je reviens sur mon mobile service, il est créé, il est là. Alors quand on crée un live code, quand on crée un Azure Mobile Services, la première chose qu'on voit, c'est qu'il vous propose directement de choisir une plateforme. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas, si je prends Android, il va vous proposer un certain nombre d'options, récupérer les outils, ADT, en l'occurrence, créer une table et il vous permet de télécharger une application. Dans l'application, il y a systématiquement la même table qui est créée. Donc vous avez le canevas pour faire une application, mais au final, vous êtes un peu encadré. Nous, avec Anthony, on a choisi de repartir de zéro. Et puis, donc, il y a la partie data, c'est celle-là qui va nous intéresser. Pour l'instant, elle est vide. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des tables qui nous relient aux tables qui sont dans la base Azure SQL Database, celle qui a été associée. Vous voyez, quand je vais dans la partie configuration, ici, je vois live code. C'est la base SQL Database que j'ai uploadée, qui est sur le serveur Steph.Goo Data Center North Europe. Bon, je vais donc aller dans la partie data, je vais ajouter une table. Et cette table, elle s'appelle album. Il y a la notion de permission. Je crée la table. Pardon, je vais la mettre en majuscule. On va respecter la case. Je crée la table. On reviendra sur les permissions après. Et je vais créer une deuxième table. La table qui s'appelle auteur. Oups. Voilà, première table créée. Donc on va aller voir ce que ça donne sur album. En principe, il a dû me retrouver mon schéma, et il a dû me retrouver mes données. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais. Et tant que ça travaille ici, c'est qu'il n'a pas fini. Il a fini auteur, je vais vérifier quand même avant de passer la main à Anthony. Ok Anthony, c'est à toi, tu peux prendre le relais pour aller consommer les données qui sont exposées à travers le service REST qui est maintenant disponible parce que je l'ai publié, il est disponible, vous pourriez aller y accéder depuis vos environnements de développement. Donc c'est ce que va faire Anthony maintenant. Je ne sais pas si on m'entend bien, c'est bon? Non, tu le sur la tête. Alors, on va switcher. Donc on va passer sur HDMI. HDMI. Donc on se retrouve dans Android Studio, j'ai mon émulateur de lancer, il y a tout qui est prêt. Donc on va direct se créer un nouveau projet qu'on va appeler Livecode. Hop, API 14, ça ira très bien. Donc on va partir d'une blank activity qu'on va appeler main activity. On va créer notre projet. Donc dans ce projet, je vais ajouter plusieurs choses histoire d'accélérer un peu tout ça et de ne pas perdre du temps sur des choses qui ne sont pas forcément intéressantes et pas forcément en rapport avec Azure. Donc on va juste attendre que le projet se crée. Donc l'objectif c'est de faire un maître détail avec une liste donc, des entrées correspondant à album et avoir des informations sur la BD, notamment des informations sur l'auteur quand on clique sur un élément de la liste. C'est ça, en fait on aura juste une liste d'albums avec quelques informations. Et on va, quand on cliquera sur un élément de cette liste, on va accéder à une page de détail de l'album. Donc je vais rajouter plusieurs choses. D'abord les librairies dont on va avoir besoin. Donc au niveau de ces librairies, qu'est-ce qu'on a? On va avoir JSON qui va nous permettre de désérialiser les informations qu'on va récupérer à partir du service Azure. Mobile Services qui va nous permettre de nous connecter à la table Azure tout simplement, et Notification et Notification Hub qui vont nous servir pour les notifications push.
Je vais également ajouter les 2 modèles que Stéphane a créés et dont il a parlé un peu plus tôt. Donc on va se créer un nouveau package qu'on va appeler models. Donc au niveau de ces modèles, c'est tout simplement des classes qui correspondent aux tables. Donc on a album et auteur. On a bien la désérialisation avec la librairie qu'on a importée. Et on a juste les getters et les setters. Voilà, c'est les classes qui ont été générées du coup avec le T4. Voilà. Je vais également importer un petit utilitaire que j'ai fait qui ne sert pas énormément. Il me sert juste en fait à récupérer une image à partir d'une URL. Ça va nous servir pour les couvertures des albums. Et il nous les met en cache ou il nous les met dans la mémoire. Donc je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, ça nous permet vraiment juste de récupérer les couvertures. Alors j'ajouterai un point par rapport à ça, c'est une partie que je n'ai pas montrée, il y a des comptes de stockage dans Azure, un compte de stockage c'est 500 Teraoctets, c'est juste un compte de stockage dans lequel j'ai créé un container dans lequel j'ai uploadé 30 mégas d'images qui sont exposées en reste du coup, et qui vont être consommées directement pour être affichées dans l'application. C'est toujours plus sympa de bande dessinée quand il y a des images. Et du coup, je modifie vite fait mon manifeste pour donner les permissions dont on va avoir besoin pour la démo. Donc, l'accès à Internet et écrire sur l'internal storage, l'external storage, pardon, c'est pour le chargement des couvertures de l'album. Et après, on a toutes les permissions pour ce qui est notification, ce qui est abonnement à Google Cloud Messaging et ce qui est récupération des comptes. Et notre receiver pour le Notification Hub qu'on verra tout à l'heure. Et pour terminer, je dois juste modifier mon build.gradle pour récupérer les Android Support et les Google Play Services dont on va avoir besoin également pour Google Cloud Messaging, donc pour les notifications push. Donc je vais laisser Gradle faire tout ça. Donc comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, dans le portail Azure, on a la possibilité d'importer une application Android qui est déjà toute faite avec toutes les connexions à notre base. C'est une espèce de to-do list toute simple. On a décidé plutôt de recréer l'application from scratch pour vous montrer bien toutes les connexions et tout depuis le début, parce qu'au final, quand vous importez cette application, il y a déjà tout qui est fait, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Là, c'est vraiment que vous puissiez configurer votre projet bien comme il faut et que vous fassiez vous-même les connexions à la base et à Azure. Donc on est parti. Donc déjà dans notre main activity, donc dans notre page de base, on n'aura pas de menu options, donc on va supprimer ça. Et comme on aura juste une liste et rien d'autre, on va transformer notre activity en list activity. Donc notre set content view, on n'en a pas besoin puisque c'est juste une liste. On va la supprimer directement des layouts. Et on va créer un nouveau layout qui va nous servir, donc on va l'appeler album adapter, puisqu'on aura notre liste d'albums sur la main page. Et du coup, ce layout qui va décrire la présentation d'une colonne, d'une ligne, pardon, de notre liste. Donc, je vais directement utiliser le snippet que j'avais fait. Je vais rentrer les quelques strings qui manquent. Donc, pour la couverture, le content description, on va mettre album cover. Pour le titre par défaut, on va mettre titre inconnu. Et pour la date par défaut, on va mettre date inconnue. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce layout? Donc on a notre relative layout qui va nous permettre de placer les éléments comme on le souhaite les uns par rapport aux autres. L'image view qui sera du coup en haut à gauche, comme on lui set aucun paramètre, elle va être par défaut en haut à gauche, qui va nous permettre d'afficher la couverture de notre album. Donc on lui set tout simplement une hauteur, une largeur, et puis un petit content description parce que c'est une best practice. Et on va avoir 3 text views qui vont nous permettre d'afficher le titre, la date et le numéro de tome. Donc là on a des valeurs par défaut, et le numéro de tome, comme c'est pas obligatoire, on met pas de valeur par défaut. Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer plus que ça, comme il y en a qui n'ont pas fait trop de développement Android. Mais concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit de se mettre à droite
de son parent, donc du relative layout. Et puis pour les deux autres, on leur dit qu'ils sont en dessous de celui qui est au-dessus, avec les ID de chaque élément. Donc, on va créer notre adapteur qu'on va appeler album adapter. Et cet album adapter, il va extend array adapter de album. Voilà, donc là, il va nous dire on n'a pas de constructeur par défaut, donc on va le créer. Donc notre constructeur par défaut, il va prendre le contexte de l'application. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond, si c'est trop petit, si ça va. C'est bon, ça. C'est bon? Ok. Et l'ID qu'on va lui passer ici, ce sera l'ID de notre layout. Donc ce qu'on va faire déjà de base, c'est de garder ces valeurs parce qu'on va en avoir besoin. Donc, voilà, et comme on va avoir besoin également d'afficher la couverture de notre album, on va instancier notre image loader que j'ai importé un peu plus tôt. Hop. Voilà, donc là on a notre adapteur. On va override la méthode qui va être appelée à chaque fois que notre vue aura besoin d'instancier une nouvelle ligne. Donc cette méthode, c'est la méthode getView. Donc on va tout simplement l'override. Hop. Voilà, donc on voit qu'en paramètre, elle prend la position de l'élément. La convertView, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous voulez, en fait, cette méthode doit retourner une view qui sera la ligne correspondante, la nouvelle ligne qu'on doit afficher. Par exemple, quand l'utilisateur va scroller dans notre liste, toutes les nouvelles lignes qui vont apparaître vont passer par cette méthode. Il faut savoir qu'au début, on va créer ces nouvelles vues, mais au bout d'un moment, quand on va continuer à scroller, nos vues du haut vont disparaître de l'écran et du coup seront plus utilisées. Donc pour un souci de performance et pour gagner un peu en rapidité, plutôt que de recréer une vue, on va pouvoir, dans ce paramètre, récupérer les anciennes vues et juste modifier les valeurs à l'intérieur et les réafficher. Ça nous évite de créer une nouvelle vue, de faire un layout inflator, tout ça. Donc ça, c'est ce à quoi sert cette convertView. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Voilà, je vais importer un peu tout ça pour gagner un peu de temps, puisqu'au final, je vais tout vous expliquer. Hop. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On crée notre row, je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc ça, ce sera ce qu'on va retourner à chaque fois, donc ça correspond à la ligne qu'on va retourner. Au départ, on va faire qu'elle est égale à notre convertView. On va récupérer notre album à partir de la position. Si notre row est égal à nul, ça veut dire qu'on ne nous a pas envoyé de convertView, donc il faut qu'on recrée la vue. Donc on crée notre layout inflator à partir du contexte de notre application, et on va inflate le layout qu'on a reçu dans le constructeur, ici. Ensuite, on récupère toutes les valeurs de notre current album, donc de l'album qui correspond à la ligne. On va récupérer les éléments de notre interface en faisant un row.findViewById. Donc on récupère nos deux textView qui correspondent au titre, à la date. On récupère l'ImageView qui va nous servir à afficher la couverture de l'album. Et le dernier textView pour le tome de l'album. Donc pour le tome de l'album, on fait juste un setText tome et puis la valeur de tome qu'on va récupérer dans notre current album. Et après, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que si on a... il est possible qu'on ait des albums où on n'a pas le titre forcément dans la base, on ne sait pas forcément ce qu'on va retrouver dans notre base, donc il faut toujours vérifier. Donc si on a un titre dans notre current album, on va tout simplement set le texte de notre textView qui correspond au titre. Maintenant, si on n'a pas de titre, c'est-à-dire si on se retrouve avec un album sans titre, le souci c'est comme on a récupéré une convertView ici,
il se peut que dans cette view qu'on utilise, il y a un ancien titre, le titre d'un ancien album. Donc il faut tout simplement vérifier que si on n'a pas de titre, on remet bien la valeur par défaut de titre, qui est titre inconnu tout simplement, pour pas afficher le titre d'un mauvais album. Donc on fait à peu près pareil avec la date en faisant un petit formateur pour que la date soit lisible. Et donc toujours pareil avec la valeur par défaut. Et du coup, avec l'ISBN qui est un numéro, on va récupérer la couverture de notre album. Donc dans le stockage Azure dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, Stéphane n'a pas remontré l'upload de toutes les couvertures, ça aurait pris un peu de temps avec la connexion. Mais il faut se dire que sur cette URL, en fait, on a les différentes couvertures de notre album. Et on va utiliser l'image loader que j'ai importé dans le projet en faisant un display image, en passant du coup l'URL de notre image, le contrôle qui est dans notre vue et puis la taille souhaitée. Et du coup, si on n'arrive pas, on display la default image qui ici sera l'icône de notre application. Donc voilà pour notre adapteur. On va retourner dans notre main activity. Et on va tout simplement créer notre adapteur. Donc dans notre constructeur, on va faire album adapteur égale new album adapteur. Donc on a vu qu'il prenait le contexte et on a vu qu'il prenait le layout qui correspond à chacune des lignes. Donc on l'a appelé, je ne sais plus comment on appelait le layout, album adapteur. Voilà, et du coup on va faire un set list adapteur de notre album adapteur. Voilà, donc là dans notre activité concrètement, on dit qu'on a une liste, on a créé l'adapteur, on lui file le layout correspondant, donc de ce côté-là c'est bon. Maintenant il va falloir ajouter nos éléments, donc c'est là qu'on va commencer la communication avec Azure. Donc on va commencer par créer un client Azure. Hop. Donc je vais faire ici Mobile Service Client qu'on va appeler Azure Client. Et du coup, ici, il va me falloir l'URL du service et la clé que va m'envoyer Stéphane. Attends, on peut peut-être montrer avec la télécommande où est-ce que tu récupères tout ça. Alors, on va vous montrer dans le portail. Donc, tu veux l'URL. C'est ça. L'utilisation de Skype. Voilà, il me faudra aussi la clé. D'accord. Du coup, c'est bon, là, tu peux envoyer les deux. En principe, oui. Ok. Donc, on va revenir sur mon PC. Voilà, donc, je vais tout simplement récupérer ça et ça. Donc, c'est les deux seules choses dont j'ai besoin. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Je fais tout simplement un New Mobile Service Client, j'y passe l'URL du service, j'y passe la clé, et je vérifie que j'ai pas une exception, et si j'ai une exception, je fais mon print stack trace histoire de savoir ce qui se passe, et je fais un petit toast, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne s'y connaissent pas trop en développement Android. Un toast, c'est un petit message qui va popper par-dessus l'interface pendant 2-3 secondes. On peut choisir la durée, on a deux valeurs, soit length short, soit length long. On va laisser length long pour l'instant. Et du coup, je remets mon Azure Client à nul. Donc je vais appeler cette méthode dans mon constructeur. Et je vais créer une deuxième méthode qui va me permettre de taper sur la base album pour afficher les informations du coup. Donc j'ai mon petit snippet Azure Retrieve Table. Donc moi la table que je veux c'est la table album. Donc on va faire tous les imports dont il a besoin. Hop, voilà. Je vais peut-être formater le code pour que ce soit plus lisible. Donc il manque un string qu'on va ajouter
on va mettre error while loading albums. Voilà, donc là en fait, on crée notre table. Donc on dit que notre table ce sera type album. On fait un Azure client.getTable en passant la classe. Et on fait un execute. Là on a plusieurs méthodes qui sont disponibles où on peut faire des where, où on peut faire plusieurs requêtes SQL. Je vous montrerai ça tout à l'heure pour les auteurs. Là pour l'instant on fait juste un execute, ce qui veut dire qu'on va récupérer toutes les informations de notre table album. Vu que de toute façon on va afficher tous les albums, c'est pas un souci. Et du coup on fait un petit callback où on a un uncompleted, où ce qui nous intéresse surtout c'est result et exception. On check si on n'a pas d'exception, donc si on n'a pas d'exception on a notre petite boucle for qu'on va remplir de suite. Et si on a une exception, on fait un petit toast du coup où on fait apparaître le message d'erreur que je viens de rentrer, c'est-à-dire error while loading album. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire tout simplement, je vais utiliser mon adapteur, donc je vais faire un album adapteur.add item, c'est-à-dire pour chaque élément que j'ai dans mon résultat, si j'ai pas d'exception, je vais ajouter cet élément dans mon album adapteur. Donc au final, ces éléments vont apparaître dans la liste. Donc je vois que j'ai une erreur, je sais pas où elle est. Je vais appeler la méthode dans mon constructeur. Je crois qu'il... Non, c'est pas plus. Ok, et du coup on va voir ce que ça donne. Hop. Ah ouais, c'est un ancien package qui était resté dans l'image loader. Voilà, ça devrait aller. Donc là, on compile et puis on va voir un peu ce qui se passe et si ça passe ou pas. Ça va prendre un petit peu de temps la première fois. Alors il y a une image Android qui est disponible depuis peu sur Hyper-V. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec. J'ai un de mes collègues qui a blogué sur le sujet, pour ceux que ça intéresse. C'est plus pratique. Genymotion est super rapide, mais là où ça devient compliqué, c'est quand on veut développer à la fois sur Windows Phone et sur Android. Comme Genymotion et Hyper-V, ça n'aime pas beaucoup en fait. Ouais, c'est un peu le souci qu'on rencontre. Déjà avec l'émulateur Android de base, on évite de trop l'utiliser. Mais quand on fait du développement cross-platform, en fait, pour l'émulateur Windows Phone, on a généralement besoin d'Hyper-V. On peut faire tourner Genymotion sans Hyper-V, mais c'est plus lent. Du coup, c'est un peu des soucis de choisir entre Hyper-V et un émulateur Genymotion qui est lent, ou choisir un émulateur Genymotion qui tourne à pleine puissance, mais du coup, on ne peut pas lancer l'émulateur Windows Phone. Donc là, l'application est compilée. On va la déployer sur notre émulateur et on va voir ce que ça donne. Oui, je sais pas si ça vient de réseau ou c'est la petite surprise. Ah, c'est bon. Le petit suspense. Donc du coup, on voit qu'on se retrouve bien avec notre liste et tous les albums qui sont dans la base. Donc là, on peut voir que par exemple, on a bien fait de vérifier parce qu'on a certaines dates qui ne sont pas disponibles dans la base, on en a d'autres qui sont disponibles. Et du coup, on a notre liste avec les couvertures qui se chargent et voilà, pas de souci là-dessus. Donc, ce qui est un peu moyen quand même, c'est que c'est bien, on a une liste, mais bon, si on ne peut pas cliquer sur les éléments, c'est pas génial, quoi. Donc, on va s'y atteler de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer notre nouvelle activité. Donc, on va faire une blank activity parce que c'est le top. On va l'appeler details activity. On va dire que notre parent, c'est la main activity. Voilà. Pour instancer qu'une seule fois ma main activity, je vais aller vite fait dans le manifeste et la mettre en launch mode single top. Au moins on se prend pas la tête là-dessus. Et du coup, dans le layout du détail de notre activity, c'est pareil, comme on va pas perdre trop de temps là-dessus et puis qu'on a qu'une heure, j'ai préparé un petit snippet que je vais juste vous détailler. Donc, j'ai mis le layout dans une scroll view pour qu'on puisse s'adapter à tous les types d'écrans, c'est-à-dire que si on est sur une résolution vraiment basse,
il se peut qu'il y ait les informations du bas de notre écran qui ne soient pas affichées, donc au moins en mettant une scroll view, on n'a pas de souci là-dessus. Donc on a notre relative layout, on retrouve tout le temps la couverture de notre album, cette fois un peu plus gros. On la centre horizontalement, on dit qu'on l'aligne avec le haut de l'écran, comme ça au moins, voilà, parce qu'il faut que ce soit en haut. En dessous, on va avoir du coup le titre de notre album qu'on a mis en gras, qu'on a centré aussi. Et puis plusieurs text views, donc ça c'est les informations qu'on avait dans notre scroll view, c'est-à-dire on a le titre, la date et le tome. Et puis en plus de ça, on va avoir des nouvelles informations, donc on va les taper sur la deuxième table. Donc on aura le nom de l'auteur, date de naissance, date de décès, et le pays d'où il vient. Donc juste, j'ai oublié un truc. Ici, je vais le mettre en public statique pour que je puisse le réutiliser dans mon activity detail. Donc, pareil, dans ma detail activity, je vais supprimer les options, on n'en aura pas besoin. Voilà, donc on aura déjà besoin de l'album, forcément. On va aussi avoir besoin de l'image loader pour afficher les couvertures de l'album. Donc, notre current album, il va être égal à notre getIntent.getSerializableExtra. Donc, on verra tout à l'heure comment je passe l'album. Je sais juste pour l'instant, je vais lui donner comme clé album. Donc, je la mets de suite ici et on verra dans notre adapteur comment on lui passe cet album. Donc, il faut que je le casse en album. Et puis, mon image loader, j'ai très vite fait. Voilà, au moins c'est réglé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le details, hop, je vais importer encore une fois tout ça. Voilà. Hop, ici. Oui. Et voilà, donc on va appeler direct init interface. Cette méthode va nous permettre tout simplement, attendez, je vais formater le code correctement. Cette méthode va nous permettre de tout simplement remettre sur l'interface les informations qu'on avait déjà et qu'on récupère ici, donc les informations de l'album. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va extraire les informations, accéder de nouveau au text view, faire les vérifications qu'on a bien les infos, et puis faire un set text. Ça revient à peu près à ce qu'on fait dans notre adapteur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus. C'est des choses qui sont assez basiques. Et on a une deuxième méthode qui s'appelle refresh author interface, qui prend en paramètre du coup notre objet auteur, qui va en extraire les informations et qui va faire un peu de formatage pour les afficher aussi sur notre interface une fois qu'on aura récupéré cet auteur. Donc pour récupérer cet auteur, on va se créer une méthode qui sera la même que tout à l'heure, donc Azure Retrieve Table. Donc cette fois, ce sera notre objet auteur qu'on va utiliser. Hop, donc je récupère tout ça. Là, on va utiliser voilà, l'Azure Client de notre main activity. Et du coup, dans ce Retrieve Table, que je vais aussi vous formater pour que vous voyez bien, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire direct un execute, on va faire un... Non, c'est pas ici. Retrieve table, ok. Table.execute, un truc quelque part. Ah voilà, c'est ici. Donc on va faire un point where. Donc on va récupérer notre field ID. Donc du coup là, je rappelle, on est sur la table auteur, hein, on n'est plus sur la table album. Et il faut que notre ID du coup soit égal à l'ID scénariste de notre album dont on est en train d'afficher le détail. Donc on va faire tout simplement un point equal et ce sera du coup notre current album point getID scénariste.
Voilà. Donc du coup, ici, on va vérifier qu'on a bien un résultat. Donc on va faire un result.size supérieur à 0. Et du coup, si on a bien récupéré au moins un résultat, logiquement il ne devrait y en avoir qu'un seul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler du coup notre méthode refresh_author_interface avec result.get result.get de 0 qui sera du coup le premier élément. Donc ça c'est pour notre détail, donc on va bien évidemment l'appeler ici. Et ce qu'il faut faire, c'est dans notre adapteur faire le onClick listener sur notre ligne, parce que pour l'instant elle est bien belle notre activité détail, mais si on ne l'intente pas, eh ben, on n'aura pas grand chose. Donc on va faire un row.setOnClickListener, on va créer un new onClickListener, et du coup quand on va cliquer sur notre ligne, on va faire un intent donc ce sera appContext et ce sera un detailsActivity.class. Donc cet intent, on va y faire un put extra. Du coup, je l'avais appelé dans le détail, il me semble que je l'avais appelé album. Donc on va lui redonner album et on va lui passer notre objet current album. Il faut savoir que cet objet qui est ici, il implémente serializable, ce qui nous permet du coup de le passer en extra quand on fait un intent. Et du coup, on va faire un appContext.startActivity de notre intent, tout simplement. Et du coup là, je vais résumer vite fait. Quand on clique sur notre colonne, on crée notre intent à partir de notre details activity. On lui passe en extra l'album sur lequel l'utilisateur a cliqué et on start cette activity. Et du coup, dans notre activité ici, on va faire un setContentView du coup du layout avec toutes les informations. On récupère l'album qu'on nous a envoyé dans l'adapteur. On crée notre image loader. Dans le init interface, on va remettre des informations de notre album. Et dans le retrieve table, qui est ici, on va du coup aller sur notre table auteur, récupérer l'auteur dont l'ID est égal au scénariste de l'album, et puis tout simplement charger les informations. La chose que je peux rajouter, c'est de faire un petit getActionBar.setDisplayHomeAsUp enabled on a un petit warning, normalement il faut faire une vérification qu'on ne va pas faire là, qui nous permet du coup tout simplement d'avoir le petit bouton back en haut à gauche sur notre action bar. Donc on va lancer tout ça et voir ce que ça donne. Bon, ça compile, c'est déjà ça. Donc du coup on a toujours notre liste d'éléments ici, et quand on va cliquer sur un élément, on va avoir ici, et là notre auteur ne se charge pas, je ne sais pas si c'est parce que c'est que la connexion internet est un peu lente ou pas, ou si j'ai oublié de faire un appel. On va tester ailleurs, non, on doit avoir un souci quelque part. Ah non, si c'était bien la connexion internet. Donc là on voit qu'on a bien l'auteur qui va se charger, avec du coup le pseudo, le nom, prénom, date de naissance, date de décès, et le pays d'origine. Donc ça c'est pour l'application de base. Donc pour l'instant la seule chose qu'on fait c'est aller chercher dans la table les différentes infos et puis les charger, quoi. Donc voilà pour la première application. On ne voulait pas s'arrêter là, on voulait vous en montrer un peu plus, notamment des choses qui sont pas mal utilisées et qui sont vraiment utiles comme les notifications push et la connexion. C'est pas un scénario qui est forcément très utilisable dans une application de BD comme ça, notamment les notifications push. Mais on voulait quand même vous faire un exemple, donc je vais laisser Stéphane vous montrer un peu tout ça. Attends, je te mets...
principe du push, décidément, je tiens vraiment à relancer. C'est le suivant, vous avez une ou plusieurs applications qui sont sur votre device Android. Vous allez vouloir à un moment donné pouvoir recevoir des notifications. Donc il y a une étape de registering pour ces notifications. Vous allez vous enregistrer. Alors dans le cas d'Android, le push notification system s'appelle GCM, comme Google Cloud Messaging. Et vous allez récupérer un handle, et ce handle, vous devrez le communiquer à l'application backend qui sera en mesure d'envoyer la notification vers le GCM, de sorte que le GCM puisse vous relayer une notification. Là où Azure présente un intérêt, c'est qu'on va pouvoir étendre un peu le principe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement la possibilité de notifier un device Android en déclenchant une notification, on va pouvoir notifier tous les types de devices possibles qui auront été enregistrés en amont au niveau d'un notification web, dont le rôle est en fait d'agréger les notifications, enfin les points de notification. Et donc, pour la démo, évidemment, on va se contenter de notifier un Android. Et qu'est-ce qu'on aura à faire comme opération? On aura déjà à récupérer une clé. Donc cette clé, on va aller la chercher côté GCM. Ensuite, on paramétrera le notification hub. Et ce notification hub, il sera associé, il a déjà été associé en fait tout à l'heure quand j'ai créé le Live Mobile Service, le Azure Mobile Service, il a déjà été associé à ce notification hub. Et ensuite, côté code, il faudra faire tout un ensemble d'opérations, et là, à nouveau, Anthony repassera la manette. Il faudra qu'il fasse la récupération du handle en interrogeant directement le Google Cloud Messaging, puis qu'il enregistre ce handle sur nos notifications web. Donc il faudra également qu'il se connecte aux notifications web, et je devrais lui communiquer une clé pour ce faire. Et puis ensuite, on testera que ça fonctionne avec l'envoi d'un message directement depuis le portail Azure. Voilà le principe. Alors, côté GCM, voilà, il y a donc, des choses à savoir. en fait, pour recevoir les notifications push sur Android, il faut utiliser Google Cloud Messaging. C'est quelque chose à activer. Donc pour ça, en fait, il faut que vous alliez sur la Google Developer Console, qui est un site internet. Vous vous connectez avec votre compte et vous vous créez un nouveau projet. Donc à partir de là, vous aurez un Project ID. C'est rigolo parce qu'il est grisé dans la présentation, mais au final, je vous montrerai en live code tout à l'heure. Donc ça sert un peu à rien. Et du coup, une fois que vous avez créé votre projet, vous allez dans la catégorie API que vous pouvez voir là sur la gauche. Et il vous faut simplement activer du coup Google Cloud Messaging for Android. Et à partir de là, vous allez dans la catégorie Credential et vous aurez une server key qui va être utile pour Stéphane. Donc cette server key, je l'ai déjà dans mon buffer en partie, et donc je vais aller la rajouter sur la configuration de mon notification web. Voilà, donc ça, toute cette partie-là dans la Google Developer Console, c'est quelque chose qu'on a déjà fait en amont. Parce qu'on n'avait pas le temps sinon de tout faire rentrer dans une heure, déjà qu'on est un peu juste. Donc là on est sur le service backend Azure que j'ai créé tout à l'heure à la volée. Donc on était sur la partie data, je suis passé sur la partie push. Et là on voit que j'ai la possibilité d'enregistrer les informations relatives à plusieurs PNS. Donc celui des applications Windows universelles, celui des applications Windows Phone, celui des applications Apple, iOS, et donc celui des applications Android. Donc je vais sauvegarder cette clé. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle qui va consister à communiquer à Anthony les informations relatives à l'authentification sur mon Live Cloud Hub. Donc là, il m'emmène sur une URL, enfin, il m'emmène sur la configuration d'une notification web. Et la configuration d'une notification web, je vais aller récupérer notamment la connexion string dont Anthony va avoir besoin. Donc on a plusieurs niveaux de endpoint pour s'authentifier vis-à-vis de l'application Android lorsqu'elle va requêter la notification web. Anthony n'ayant besoin que d'écouter les messages qui sont notifiés, on va prendre la default listen shared access signature, je vais la copier, je vais utiliser Skype pour envoyer la clé à Anthony. Et il te faudra également, celui-là tu auras peut-être le retaper, il y a la partie ici qui va t'intéresser, qui est Live Code Hub en fait. Ouais. Donc tu auras besoin dans ton code. Ok, super. Merci Stéphane. Donc, on va repasser sur mon PC maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre main activity. Et donc ici, on va se créer une nouvelle méthode. Donc qui sera... Non, avant toute chose, on va plutôt commencer par ça. Il faut qu'on crée un handler. Donc on va aller dans notre utils,
on va créer une nouvelle classe Java qu'on va appeler UpHandler, qui sera la classe qui récupérera toutes les notifications. Donc, pour gagner du temps, je l'ai déjà dans un snippet. Je vais juste modifier ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce handler? Vite fait, je reformate tout. Donc, on a notre méthode onReceive on va passer dans cette méthode à chaque fois qu'on recevra une nouvelle notification push. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le contexte et on va récupérer le message. Stéphane vous le montrera tout à l'heure quand il va envoyer une notification push. Ce sera concrètement le contenu de notre notification. On peut récupérer plusieurs choses ici. Ça, c'est juste un nom de variable entre guillemets. C'est un élément qui sera dans notre notification qu'on peut récupérer. Bon, ici, on a juste choisi de l'appeler message. Et on va appeler une méthode du coup qui s'appelle createNotification avec le message, tout simplement. Et notre createNotification, il fait quoi? Il va créer un notification manager. Il va récupérer avec le contexte l'activity et il va tout simplement créer une notification Android. Donc cette notification, on va lui laisser l'icône de base de notre application. En titre, on va lui mettre push notification. Le style, on laisse celui de base. Et en contenu de la notification, du coup, on va afficher le message qu'on a récupéré dans la notification push. Pour être sûr de ne pas rater la notification et pour bien être sûr que c'est ça, on va également faire un toast. Donc je le rappelle, toast, c'est les petits messages qui s'affichent au-dessus de l'interface. Et puis voilà, donc c'est tout ce que fait notre handler au final. Il va créer une notification Android et il va faire un toast. Donc, dans notre main activity, on va créer notre méthode qui va nous permettre de nous enregistrer auprès du notification manager. Donc, hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'il va me falloir ici? Encore une fois, je vais tout reformater. Il va déjà me falloir l'ID du projet qu'on a créé dans notre interface Google. Celle qui était masquée tout à l'heure. Voilà, l'ID qu'on a masqué tout à l'heure, et ben il est ici au final. Donc, on va mettre cet ID ici. On va également avoir besoin de Google Cloud Messaging, qu'on va mettre en private. Et on va avoir besoin d'un notification hub. On va appeler hub. Donc, on va appeler cette méthode et je vais vous la décrire un petit peu. Donc, c'est pas compliqué. On prend notre notification manager. On va lui passer notre handler qui va s'occuper du coup de recevoir toutes les notifications. Et notre sender ID qui est du coup l'ID du projet qu'on a créé. On va faire un get instance de Google Cloud Messaging. Donc là, il va me falloir la connexion string et le nom du hub qui va m'envoyer les notifications. Donc c'est ce que Stéphane m'a envoyé par Skype. Donc la connexion string, elle est ici. D'ailleurs, je t'ai laissé un peu trop. Hop. Voilà. Je vérifie qu'on n'a rien laissé de... Non, normalement c'est bon, ça devrait aller. Et du coup, notre hub, il va s'appeler Live Code Hub. Donc, voilà. Et du coup, on va appeler notre méthode Register Hub Notification, qui va tout simplement récupérer un ID auprès de Google Cloud Messaging, qui est ici. Donc du coup, là, si on n'a pas l'ID du projet, on ne peut pas récupérer cet ID. Et notre hub, qui du coup s'occupe de créer les notifications et faire un toast, va s'enregistrer sur cet ID pour recevoir les notifications push. Donc là, normalement, si on compile, ça devrait marcher, on va prier. Et donc, peut-être qu'on peut montrer après de ton côté. Attends, on vérifie du coup que ça compile bien, qu'il n'y a pas de souci. Ouais, mais du coup, on va montrer du côté de ton interface. Donc, ça a l'air de passer, on voit pas d'exception qui passe. On va repasser vite fait du côté de Stéphane pour qu'il vous montre l'envoi de la notification. Il y a une API pour déclencher les notifications. Là, en l'occurrence, je suis content d'utiliser le portail Azure, parce qu'il vous donne la possibilité de débugger, choisir le type de device sur lequel vous voulez déclencher la notification, en mode broadcast ou pas.
Et donc, voilà, Montre un peu le message dans ce que tu envoies, ouais. Voilà, donc. Android Community, je sais pas Ouais, c'est bon, ça ira bien. Un point d'exclamation. T'affiches le point d'exclamation. Allez, ça vite. Donc là, tant que ça bouge, dans le voilà, portail là c'est en train d'envoyer la notification. On va revenir de mon côté. Donc il faut savoir un truc que j'ai pas précisé, c'est que si vous tentez d'utiliser les notifications push comme ça sur un émulateur, ça va pas passer tout simplement parce qu'il vous faut plusieurs choses. Globalement, il vous faut les Google Apps avec surtout Google Play Services. Alors, je vais revenir dessus. On voit bien du coup que j'ai reçu ma notification, donc ça m'a fait mon petit test ici. Et ça m'a créé une notification avec du coup Hello Be My App Android Community et point d'exclamation. Merci Stéphane. Donc du coup, pour finir sur ce que je disais, dans l'émulateur, ce qu'il vous faut rajouter, c'est des Google Apps et des Google Play Services. C'est ce qui va vous permettre de vous connecter à Google Cloud Messaging. Sans ça, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc, c'est-à-dire que du coup, de base, dans votre émulateur, si vous allez dans les paramètres ici, vous ne pourrez pas ajouter un compte Google comme je l'ai ici, tout simplement parce que vous n'avez pas les Google Apps. Donc c'est un truc qu'il faut savoir, vous ajoutez vos Google Apps, vous mettez à jour tout comme il faut avec surtout les Play Services, vous ajoutez votre compte Google si vous voulez, et puis du coup vous pourrez recevoir les notifications push sans souci dans l'émulateur. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous pouvez brancher un téléphone Android et tester directement, il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer rapidement au dernier point, je vois que les pizzas sont arrivées, on va éviter qu'elles refroidissent. On va passer à l'authentification vite fait, donc on va repasser du côté de Stéphane. Très rapidement, en fait, on va s'appuyer sur un service qui s'appelle Azure Active Directory, AAD. L'idée, c'est d'avoir un fournisseur d'identité qui permette d'authentifier de multiples applications en single sign-on. C'est une des façons de faire. Et ce fournisseur d'identité, il présente un gros intérêt, c'est qu'il est ouvert vers des tas de protocoles en termes d'authentification. Aussi bien des protocoles du Web 2.0 comme OAuth, que des protocoles plus interopérabilité de la fédération d'identité à l'intérieur des entreprises comme SAML. Et concrètement, au niveau du portail, sur mon Azure Mobile Service, j'ai la possibilité de renseigner l'identité de fournisseurs d'identité type Microsoft Account, les Live ID, Facebook, Twitter, Google, et je retrouve ce Windows Azure Active Directory. L'intérêt, c'est que je n'ai pas besoin d'implémenter une authentification avec le SDK qui est associé à chacun des fournisseurs d'identité. Je m'authentifie juste vis-à-vis d'Azure Mobile Service. Et donc, je vais pouvoir copier-coller la chaîne qui m'est proposée pour m'authentifier vis-à-vis de Windows Azure Active Directory. Je vais aller sur Windows Azure Active Directory qui est situé un peu plus bas. C'est une pyramide en général, on en repère assez facilement. Voilà. Donc on a la possibilité de créer ce qu'on appelle plusieurs tenants, donc plusieurs annuaires. Donc ces annuaires, on peut créer des users dedans. Donc j'ai créé un user pour Anthony. Et ces tenants ont une extension particulière. Donc quand Anthony voudra se connecter, il tapera le username anthony@stepwin.on.microsoft.com et il faudra qu'il se rappelle de son mot de passe lui aussi. Et donc dans la partie application, j'ai déjà des applications qui sont créées. J'ai la possibilité d'aller rajouter de nouvelles applications, soit des applications qui sont issues d'une galerie d'applications, et là pour le coup on a tout un ensemble d'applications qu'on va retrouver qui sont nativement proposées, pas seulement des applications Microsoft, bon évidemment Office 365, mais pas que. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ajouter une application qu'on est en train de bâtir, donc l'application qu'on est en train de développer, qui s'appelle Livecode. Et cette application, elle a une URL pour se signer, c'est celle que je viens de copier-coller au niveau de mon Azure Mobile Service. Et elle a un identifiant d'application qui est ici. Et donc, il va créer en fait un référencement pour cette application. De sorte que quand je voudrais utiliser cette application, il faudra maintenant que je m'identifie, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et je m'en assurerai en mettant des permissions sur les tables. Les tables que j'ai créées tout à l'heure, je les ai laissées en accès anonyme. Maintenant, je vais être un peu plus restrictif. Et donc simplement, dans cette application que je viens de créer, je vais aller récupérer une information qui est très importante, qui s'appelle le client ID. Ici, je vais la copier. Et donc, je vais aller l'ajouter dans la configuration de mon mobile service qui est ici, Livecode. Je rajoute le client ID.
Donc là, j'ai fait une association qui indique à mon service Azure Mobile que je peux m'identifier avec un compte qui est dans le tenant Azure Active Directory. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire au niveau des données, par exemple la table album, j'interdis la lecture à quelqu'un qui n'est pas authentifié. Alors, ce qu'on avait fait précédemment, c'est qu'on s'authentifiait avec une clé d'application. Cette clé d'application, Anthony là. Mais par contre, ici, dans les permissions, j'avais laissé une approche assez ouverte, donc vous pouvez le voir. Chacun avec cette application clé, j'aurais pu être encore plus ouvert, hein, j'aurais pu dire tout le monde, la Terre entière a accès à cette table. Bon, on est quand même sécurisé par défaut, c'est sécurisé un minimum. Mais là, je vais dire seuls les utilisateurs authentifiés ont accès à cette table, sur la table album. En principe, si Anthony relance son application, laisse-le quand même terminer la sauvegarde. De toute façon, tu as fini de ton côté. Dès lors que les permissions ont été sauvegardées, quand Anthony va lancer l'application sur son émulateur, en principe, voilà, c'est fait, si vous switchez. Si tout va bien, il devrait avoir un message d'erreur. Et s'il a bien géré ses exceptions, mais je crois que c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Donc, on se retrouve ici, moi qui étais tout content et qui allait taper sur les services à Stéphane sans m'authentifier, qui récupérait de l'info gratuite. Et ben maintenant, si je relance mon application, et ben déjà ça galère pendant un petit moment parce qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc là, on croise les doigts pour que ça marche pas. Voilà, donc là on croise les doigts pour que ça marche pas. Et voilà, donc j'ai mon petit toast parce que j'ai bien géré mes erreurs. Erreur while loading albums. Donc, là où ça va péter, c'est quand je vais essayer de récupérer. Donc mon client, je peux le créer sans souci sur le service à Stéphane, puisque là où il a mis la vérification, c'est sur la table album. Donc ici, quand je vais essayer de récupérer cette table album, là par contre, je vais me choper une exception, et on peut voir ici, si je vais dans mes strings, que c'est bien cette erreur qui s'affiche. Donc maintenant, je vais être obligé de m'authentifier, et je vais plus pouvoir taper gratuitement sur la table à Stéphane. Si, gratuitement, tu pourras. Ouais, gratuitement toujours, mais avec l'autorisation de Stéphane, du coup. Donc, on va recréer notre méthode create clients avec cette fois de l'authentification. Donc, je vais tout simplement récupérer ça, puisqu'au final, le service est toujours le même sur lequel on tape, on a juste rajouté l'authentification. Et du coup, je vais remettre ça, je vais importer ce qu'il faut. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Je recrée mon client, donc ça, c'est exactement ce qu'on avait avant. Donc quand je passe mon client annule si jamais il y a une erreur, j'affiche mon petit message comme d'hab. Et du coup, si j'ai réussi à créer mon client, je vais faire un Azure Client.login. Donc là, on a tous les providers d'authentification. Donc ici, on vous montre Windows AAD. Il faut savoir que comme vous l'a montré Stéphane tout à l'heure, on a le choix de plein de choses. On peut faire du Google, du Facebook, du Microsoft Account, du Twitter. Voilà, on a choisi de vous montrer Windows AAD. Et du coup, je vais avoir une callback dans laquelle j'aurai le retour du coup de cette authentification. Si j'ai pas d'exception, ça veut dire que j'ai bien été authentifié. Si j'ai une exception, sinon je vais, comme d'hab, faire un print stack trace et puis afficher un petit toast pour signifier que j'ai pas réussi à m'authentifier. Et du coup, mon retrieve table que j'appelais ici, je vais pas l'appeler ici. Et je vais l'appeler uniquement si j'ai bien réussi à m'authentifier. Parce que sinon, en fait, ça va pas attendre ma callback, ça va essayer de récupérer la table avant même que je sois authentifié. Donc là, je le mets dans mon petit callback une fois que je sais que j'ai été authentifié. Et à ce moment-là, je récupérerai les tables. Donc on va relancer ça. Et on va voir ce que ça donne. Hop. On redéploie. Donc ici, on voit qu'il y a une petite fenêtre qui pop. Ça, c'est pas moi qui gère en apparence, c'est Windows AAD. Et du coup, là, ça me demande de m'authentifier. Donc, je vais m'authentifier sur le compte que Stéphane m'a créé. Stéphane est très gentil, puisqu'il m'a créé une adresse email à rallonge. C'est pour mesurer ton degré d'ébriété. Mais finalement, il n'avait pas bu de bière. Voilà. Donc ça, c'est l'email. Merci Stéphane. Et du coup, c'est bien pour le mot de passe, parce que du coup, vous pouvez le voir, c'est rigolo aussi. Et voilà. Donc, on va s'authentifier, en espérant que je ne me sois pas planté sur l'email. Et voilà. Et là, du coup, j'ai de nouveau accès aux data, qui du coup étaient en accès restreint uniquement aux utilisateurs qui étaient authentifiés. Très bien. Bah, je crois que c'était le
contrat. Voilà, bah, du coup, je crois que c'est bon. On a peut-être un peu dépassé sur le temps, c'est 20h. Donc, alors juste pour conclure, si je vois le bouton PC. Donc là, on a créé en live un Azure Mobile Service, on a vu la partie données, la partie push, la partie identité. On n'a pas été regardé. Un des intérêts, c'est qu'on peut gérer complètement le scaling du service et on peut gérer le nombre d'instances qui vont répondre en fonction de tel ou tel critère, là, en l'occurrence le nombre de calls de l'API. Il y a la possibilité de lancer du scheduling, on peut tracer des logs, on peut faire le lien avec un Git, donc publier son code source et avoir directement du déploiement qui se met en place, du déploiement continu sur le Azure Mobile Service. Enfin, bref, il y a tout un ensemble de choses qu'on n'a pas le temps de vous montrer parce qu'on a essayé de respecter stricto sensu le contrat horaire qui nous était proposé. Donc, on a vu pas mal des services d'Azure Mobile Services, service de données relationnelles, le stockage, l'authentification AD, la notification web. On a fait l'impasse sur le scheduler et sur la possibilité de se connecter en hybride sur un service qui tournerait à demeure. Il y a des choses intéressantes de ce point de vue-là. Il y a également tout un ensemble de composants qui sont plus liés à l'infrastructure, qui sont nativement fournis dans Azure Mobile Services. Donc ce qu'on a vu, le scaling, le fait que, vous avez vu, on a tout créé from scratch sur scène, donc c'est le self-provisioning, vous n'avez pas besoin de passer un coup de fil pour avoir une machine pour vous exposer du service, c'est du clé en main. Tout ça, c'est en paiement à la consommation. Allez voir les tarifs, c'est plutôt intéressant. Et donc si vous arrêtez le service, eh bien, vous arrêtez de payer. Et c'est très intéressant dès lors que vous avez des plateformes de validation, la pré-production par exemple, ne tourne que quand vous en avez besoin. La base SQL gratuite, ça peut être intéressant, avoir méga. Vous avez du monitoring intégré, bref, tout un ensemble de choses très intéressantes. Et puis nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions, n'hésitez pas. Moi, ce sera plutôt côté Azure, et vous l'avez compris, et Anthony sera plutôt côté développement Android. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo.